grève de la faim, on sait bien qu'on peut grève de la faim. Alors c'est vraiment une question à haute responsabilité de décider qu'on va faire une grève de la faim parce que tu sais qu'il y a parmi, que ce soit toi ou tes amis ou tes camarades, il y en a qui vont disparaître de la vie à cause d'une décision qui a été prise. Et aussi après, il faut faire la préparation, préparer les noms, choisir les noms, choisir le petit comité des dirigeants qui vont gérer et négocier au nom de tous les prisonniers avec l'administration de prison. Alors c'est tout un travail. Et parce qu'au moment où on déclenche une grève de la faim, c'est vraiment une guerre. C'est une guerre déclarée contre les prisonniers. C'est une guerre que nous, les prisonniers, notre seule arme, c'est notre volonté et un estomac libre. Et devant toi, tu as tout un État nucléaire qui met tous ses moyens pour essayer de casser la volonté de 4 ou 5 000 personnes qui ont décidé de faire la grève de la faim. Moi, j'ai participé à 2 grèves de la faim, 2011 et 2022. 2022, on a déclenché une grève de la faim pour protester contre la détention administrative, parce qu'on était des dizaines où on faisait chaque année ou chaque 2 ans, on est en détention administrative, on a déclenché une grève de la faim. Et moi, j'étais pris au moment de la première jour de la grève de la faim, et ils m'ont mis dans une section des prisonniers israéliens un peu fous. C'est un isolement total avec des gens qui ont perdu leur cerveau, où j'étais isolé dans une cellule tout seul. Cette cellule, 3 mètres carrés maximum, un petit lit attaché sur le sol. Devant le lit, il y a un petit mur, et derrière, il y a les toilettes. Il y a une caméra installée sur moi 24 heures sur 24 heures, où il n'y a pas de soleil, bien sûr, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien dans cette cellule. Tous mes biens étaient confisqués. Le sel qui était important pour moi, pour tous les grévistes en général, le sel qui est important, il était aussi confisqué. J'avais le droit à une bouteille d'eau où je pouvais la remplir. Et on a commencé cette grève. On savait qu'il y a des pressions quotidiennes qui vont être sur nous pour qu'on arrête cette grève de la faim, parce que la solidarité à l'extérieur, elle commence à s'organiser en France et ailleurs. Alors pour eux, il y avait plusieurs méthodes pour arrêter et pour essayer d'arrêter cette grève de la faim. Par exemple, le corps, après 4-5 jours où tu commences vraiment à perdre des kilos, où tu es fatigué, tu peux vraiment à peine dormir 4-5 heures sur les 24 heures de la journée. Alors la nuit, par exemple, où ils voient qu'il a réussi à dormir, 1 heure après, ils viennent, les forces spéciales, ils ouvrent la porte, ils allument la lumière, ils te réveillent en disant bah, c'est le moment où on veut fouiller la chambre. Alors, la cellule, il n'y a rien du tout. Il y a un matelas, une couverture et toi, et une caméra qui est installée sur toi. Il n'y a déjà rien. C'est juste pour t'obliger à sortir, marcher, à être menotté, fouiller un petit peu, il n'y a rien à fouiller. Et après, il te remet dans la cellule et tu peux plus dormir. Tu peux plus dormir. Le lendemain, la même chose, mais ils viennent par exemple avec des menus, avec même des menus de restaurants de l'extérieur de la prison, pour essayer de mettre la pression, genre ce soir tu peux avoir un burger, un coca et des sandwichs si tu veux, tu as juste à nous dire qu'on te ramène ce que tu veux et te propose à manger tous les jours. Après il y a la pression des docteurs et des infirmiers qui viennent avec des tracts tous les jours pour te mettre la pression, genre ce jour-là tu vas devenir aveugle parce que tu as perdu beaucoup d'énergie, ce jour-là tu vas devenir sourd, tu vas perdre tes poils, tu vas jamais avoir des cheveux. Bon, toujours tout moyen de pression qui peuvent. Moi, ça arrivé à cette grève de la faim que un des chefs de renseignement, quand je le connais depuis des anciennes emprisonnements, il est venu. Il m'a dit ça là, et il m'a fait sortir dans son bureau. Il m'a dit, c'est un Marocain en plus. Et il me dit, ça là, écoute, ça fait 15 jours, tu es en grève de la faim. Voilà, un papier, signe le papier, et demain tu es en France. On te prépare l'avion pour aller demain en France. Je lui dis, écoute, on fait un deal, moi et toi. Au moment où je te vois, toi et ta famille, en train de repartir en Maroc, je te promets, je prends l'avion d'après pour rentrer en France. Mais ils utilisent tous les moyens de pression pour essayer de casser. 2011, par exemple, on avait lancé une grève de la faim
très massive, parce qu'on avait au moins 120 prisonniers à l'isolement total. Et on sait qu'à l'isolement total, c'est dur pour les... Et à l'époque, il y avait le plus ancien prisonnier qui était à l'isolement total. Il était à l'isolement depuis 13 ans. Il était depuis 13 ans à l'isolement total. Alors, ils nous ont envoyé des messages, les camarades, en disant là, ça commence à... Bon, on a lancé une grève de la faim. Et au 15e ou 16e jour, on était dans une section où la cour est au milieu et tout autour, c'est des cellules. Soudainement, les services israéliens ils sont rentrés, ils ont installé des gros ventilateurs sur les fenêtres. Ils ont démarré les ventilateurs. 10 minutes après, ils ont fait rentrer des prisonniers criminels israéliens avec leur barbecue, avec leur viande. Ils ont démarré les barbecues juste pour faire rentrer l'odeur de la viande et des saucisses et des oignons cuits dans les cellules, juste pour faire craquer les gens. Alors il y a vraiment des crimes quotidiens qui peuvent être commis dans les grèves de la faim. C'est arrivé une fois pendant une grève de la faim où il y avait une solidarité massive avec les prisonniers, où il y avait une décision israélienne d'arrêter n'importe comment la grève de la faim. La décision de ce directeur de prison, il a pris en force 3 prisonniers avec les infirmiers. Il les ont menottés sur 3 lits séparés. La méthode de les obliger à arrêter la grève de la faim, c'est de faire rentrer un tube en plastique du nez qui va vers l'estomac et après renverser du lait et déclarer que les prisonniers ils ont arrêté la grève de la faim. Mais malheureusement, 2 de ces prisonniers, le tube n'est pas allé à l'estomac, il est allé au poumon. Ils ont renversé le lait et les 2 prisonniers ils étaient morts sur place. Alors il y a vraiment des crimes de guerre qui peuvent être commis et il y a des gens qui sont fait assassiner pendant les grèves de la faim. Alors, il reste deux trucs. La dernière qui concerne la prison, c'est vrai que les circonstances de détention quotidiennes sont difficiles, mais aussi nous, on a pris aussi une décision d'affronter cette vie dans la prison. Alors, on avait une vie qui était bien organisée en prison. On avait une vie, par exemple, on avait nos élections discrètes tous les 6 mois ou des fois tous les 1 an. On avait des comités spéciaux des sujets différents. Par exemple, on avait chaque prison, tu as une comité, par exemple, une petite ministère des Affaires étrangères qui est responsable d'avoir les contacts avec l'extérieur, d'avoir les contacts avec les autres prisons, de faire la communication, préparer tout ce qui est hors de chaque prison. Tu avais un petit comité de culture qui est un des comités les plus importants. Le comité de culture, c'est lui qui est responsable de préparer le programme de 6 mois de culture pour les prisonniers. Qu'est-ce qu'on donne comme cours, qui va donner les cours. On était obligé, par exemple, de lire de 2 à 3 livres par mois, de cours de tout, de cours d'histoire, de cours de logis, de journalisme, parce que des fois on s'est trouvé avec des journalistes assez connus qui nous ont donné de cours de journalisme, des cours de philosophie, et des sujets très différents. Moi, tout mon parcours politique, idéologique, et comment je peux tenir debout, je l'ai gagné grâce aux prisons. Je l'ai gagné grâce à ce que j'ai appris en prison, parce que vraiment, c'est une vie très très intensive, mais aussi tu apprends très très intensivement les choses. Par exemple, une journée en prison, tout d'abord, c'est une vie collective, solidaire, parce que sans une vie collective et solidaire, tu craques dans la prison. Alors cette vie, comme j'ai dit, comme on a les élections tous les 6 mois, on choisit un programme. Par exemple, réveil 9h à 9h30, collective. On sort dans la cour le matin, on a le droit à 1 heure. On rentre de cette cour. Il y a le comité de chaque cellule qui sont responsables de préparer à manger, qui préparent le petit-déj. On mange collectivement, on nettoie collectivement. Après l'heure de la première cour, on fait 1 heure à 1h30 de cours de différents sujets.
Après, vers 13h, 1 heure de temps calme pour lecture. 13h ou 15h, ou des fois on sort une deuxième heure pour la cour. On rentre le soir, on regarde un peu la télé, on fait à manger. Après, deuxième cours, la même chose. Temps libre avant les infos de 8h. 8h, on regarde les infos, on analyse les infos une petite demi-heure. Après, jusqu'à 11h, les gens ils peuvent, ce qu'ils veulent, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et à 11h, on atteint la lumière où les gens qui veulent lire. Minuit, silence total. Alors, parce que, comme je dis toujours, la prison, c'est l'enjeu est contre le temps. C'est entre l'être humain et le temps. Qui contrôle qui? C'est nous qui contrôlons le temps ou c'est le temps qui nous contrôle? Parce qu'au moment que tu arrives à contrôler le temps dans une prison, tu rends utile au maximum les années et les mois de l'emprisonnement. En parlant je ne veux pas louper l'histoire de la collaboration avec les autorités françaises. Par exemple, nous on se fait transférer régulièrement. On n'est jamais stable dans une prison. Tous les mois, on se fait transférer d'une prison à une autre pour casser la stabilité de notre vie. Une fois, quand j'étais à l'isolement collectif, on était 2 par cellule, ils nous ont transférés dans un autre isolement, dans une nouvelle prison. Alors, arriver à une nouvelle prison, c'est la pire de vie. Il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien. Quand tu arrives à une prison où il y a des prisons, des anciennes prisons, tu vas trouver des choses, tu vas trouver de la cantine. Mais quand tu arrives dans une nouvelle prison, ça veut dire que tu vas faire l'ordre de zéro. Et tu vas négocier avec l'administration de prison tout à zéro. Bon, on commence à négocier, à parler. Moi, j'étais parmi les 5 qui représentaient les prisonniers, comme je parle hébreu. Et on négociait, on parlait. Là, on veut des plaques chauffantes, là, on veut des draps, là, on veut des trucs de base. Et au bout d'un moment, après un mois de négociation, plus d'administration de prison. Les 5 chefs de l'administration de prison, soudainement, ils n'existent plus. On commence à gueuler vers les gardiens, ils sont où? On veut des affaires, on veut des trucs. Une semaine après, le directeur, il rentre. Il rentre et nous, on commence à gueuler. Je dis, mais t'étais où? Une semaine, vous ne pouvez pas nous laisser une semaine sans personne avec qui on peut parler. Il me dit, bah, on était en France. Nous, les 5, on était en France. Je dis, ah bon, j'étais. Et il m'a dit ça parce qu'il connaît que j'étais français. Il me dit, ah, ouais. Je dis, qu'est-ce que vous étiez en France? Ils me disent, bah, on était au Beaumet. Il me dit, on était au Beaumet et on était en train d'apprendre en gros en français comment tenir les prisons françaises. Et là, franchement, j'ai eu là, en juin, avec Ciné Palestine, j'ai eu l'autorisation d'aller au Beaumet, de rentrer à l'intérieur du Beaumet, à l'intérieur exactement des prisons israéliennes. Le système, l'installation des caméras, la séparation des cours, tout, ça montre que les Israéliens, ils ont la main dedans. Et tu parles de la collaboration à l'Assemblée nationale, mais le pire, à mon avis, ça va être pendant les Jeux Olympiques. Parce que là, le chef, je ne sais pas si tu as vu, mais le chef de la police française, il était à Tel Aviv avant pour signer un accord, pour demander l'aide des Israéliens pour venir surveiller et gérer la sécurité pour les Jeux Olympiques. Alors cette coordination, il n'y a pas que ça. Et moi, je suis tombé sur plein de gardiens qui sont franco-israéliens, qui sont gardiens de prison. Aujourd'hui, le chef du tribunal militaire israélien à offert, c'est un Français. Alors, les Français, ils sont partout. Et aujourd'hui, Meir Habib, il a gueulé parce qu'il y a un soldat français, franco-israélien, qui a été tué à Gaza. Je ne sais pas si tu as vu ça, ou il a gueulé. Bon. Alors, malgré cette vie dure, mais moi et d'autres, on est sortis de prison vraiment avec une détermination. À chaque fois, comme j'ai fait 6 allers-retours en prison, à chaque fois, je sortais avec plus de détermination que je veux m'engager de plus en plus dans cette lutte. J'ai fini par la déportation le 18 décembre, où le 18 décembre, ils m'ont pris en force, menotté main-pied depuis la cellule. Ils m'ont laissé menotter jusqu'à l'arrivée à Roissy. Juste pour compléter les choses, moi je suis né à Jérusalem. Ma mère est française, mon père est palestinien, je suis né à Jérusalem. Les gens qui sont à Jérusalem, quand tu es né à Jérusalem, tu n'as pas de nationalité. Moi, je suis français parce que ma mère est française. Les Palestiniens de Jérusalem, ils ont un statut spécial
qui s'appelle, c'est comme un carte de séjour. C'est un carte de séjour que tu dois renouveler tous les 10 ans, mais c'est pas une nationalité. Alors, euh, ce statut permet aux gens de vivre à Jérusalem. Ce statut il est spécial que pour les Palestiniens de Jérusalem et les Syriens du Golan, qui est toujours occupé. Cette carte de résidence qui permet de vivre dans la ville est aussi utilisée comme une façon de pression sur les gens. Parce qu'une fois que tu as perdu cette carte de résidence, tu deviens sans papier. Ils ont quoi comme nationalité? Il n'y a pas de nationalité. Il n'y a pas de nationalité. Ils n'ont que la carte de résidence. Pour voyager, on demande aux Israéliens un document qui s'appelle laissez-passer. Ils te donnent ce laissez-passer, c'est pas une nationalité, et c'est ce laissez-passer où tu demandes des visas quand tu veux voyager. Alors, les Israéliens, ils ont une décision très claire. Parce que Jérusalem, comme vous savez, elle était occupée sur deux parties, 48-67. Côté 48, les Arabes, ils étaient massacrés, déracinés, envoyés partout en Cisjordanie et dans le monde arabe. Côté 67, les gens, ils sont restés. Mais les Israéliens, ils ont un plan clair de vider Jérusalem de ses citoyens arabes. Ça, c'est pas à cacher. Le plan, il est fait pour... Sharon, il l'a fait en 2002. Il a appelé le plan 2020 pour 2020. Ça n'a pas marché. Netanyahu, il a dit que le plan sera appliqué en 2030, d'avoir une majorité israélienne de 70% et une minorité arabe de 30%. Mais pour appliquer ce plan politique, ils ont encore besoin de se débarrasser au moins de 150 000 habitants arabes de Jérusalem. Et pour faire ça, ils font tout. Salah, on a retiré sa carte de résidence, on l'envoie à Jérusalem. Depuis 1967 jusqu'à aujourd'hui, 14 000 Palestiniens, ils ont perdu le droit de résider à Jérusalem. Pas comme moi. Moi, je suis là, le premier cas où j'étais déporté hors dans cette façon brutale. Mais pour d'autres raisons administratives. Parce que en 80, par exemple, 93, ils ont fait une loi qui s'appelle le centre de vie. Ça veut dire les Palestiniens de Jérusalem, ils doivent prouver que Jérusalem, c'est leur centre de vie, sinon ils perdent. Ça veut dire, tu ne peux pas aller vivre à l'étranger, tu ne peux pas aller vivre même en Cisjordanie, tu n'as pas le droit d'aller vivre. Tu ne peux pas te marier avec quelqu'un de la Cisjordanie. Parce que si tu te maries avec quelqu'un de la Cisjordanie, ça veut dire que tu dois te déplacer, aller vivre en Cisjordanie où tu perds tes papiers. Et plein de lois jusqu'à l'arrivée en 2018. En 2018, le gouvernement de Netanyahou il a lancé son paquet des lois. Parmi eux, ce qu'on appelle la loi de défaut d'allégeance. 2018, il y a la loi de défaut d'allégeance. C'est le défaut d'allégeance, déjà on n'a pas à faire allégeance à la force, mais le défaut d'allégeance, il a donné le droit au ministre de l'Intérieur israélien de retirer la carte de résidence de n'importe quel Palestinien de Jérusalem pour défaut d'allégeance. Ce défaut d'allégeance est basé sur un dossier de sécurité secret, comme la détention administrative, où ils n'ont pas à justifier pourquoi ils veulent retirer la carte de résidence. Sur la base de cette loi, on est 11 Palestiniens à être visés, 4 députés qui étaient élus en 2006, et le reste, 7, c'est des prisonniers. Les députés, ils étaient pris en force et ils ont enlevé leurs papiers, ils les ont envoyés à Ramallah vers l'autorité palestinienne, où depuis des années, ils vivent sans papier dans leur patrie. Ils n'ont pas le droit de circuler, pas le droit de voyager, pas accès à santé. Ils sont régulièrement arrêtés en détention administrative, ils vivent sans papier. Et moi, j'étais le premier parmi les prisonniers à être libéré et j'étais déporté vers la France. Et je pense qu'aujourd'hui, le plan qui se faisait pendant des années calmement, sans du bruit, sans que la communauté internationale elle le sait, mais elle ne voulait pas gueuler jusqu'à aujourd'hui, elle ne veut pas gueuler. Le plan aujourd'hui, il se passe clairement. Aujourd'hui, il y a un plan Netanyahou-Biden que quand Biden est venu au premier jour de la guerre, il a visité l'Égypte et d'autres pays arabes. Il parle de la déportation de au moins 1 200 000
Palestiniens de Gaza pour les installer à Jérusalem, pour les installer à Sinaï et dans d'autres pays arabes, les Palestiniens de Jérusalem et les Palestiniens surtout de Cisjordanie, il y a un plan pour essayer de mettre la pression sur la Jordanie, de prendre une partie et garder le reste. Ça veut dire qu'ici, on est devant un enjeu où les Israéliens et leurs alliés, ils veulent mettre un terme total au peuple palestinien. C'est pas une guerre où ils veulent détruire le Hamas ou je sais pas quoi, non, c'est des mensonges. Ça, on est devant un génocide qui vise notre présence physique et historique dans notre patrie. Heureusement, il y a 2 points pour moi qui portent espoir, que les Égyptiens et les Jordaniens, pour des calculs internes, pour eux, ils ont refusé le plan de Biden parce que pour eux, des Palestiniens de plus dans leur territoire, ça veut dire des enjeux de sécurité pour eux. Et la deuxième chose, c'est la décision des Palestiniens de ne pas sortir. Et ça, on l'a vu, malgré les massacres dans le nord de la bande de Gaza, les gens ils sont restés. Malgré les massacres en Cisjordanie, les gens ils sont restés à Jérusalem et ailleurs. Je pense qu'une deuxième Nakba n'aura pas place par les Palestiniens. Il y a une décision très claire qu'on ne veut pas quitter et on ne veut pas partir. Mais dernièrement, vraiment, je pense que tout ce qui a été fait ici en France et ailleurs, il porte un message politique très très important. Il faut savoir que la prise de position des partis qui sont engagés, et les filles en premier, pour le dire clairement, et d'autres, pour à l'appel à la solidarité avec le peuple palestinien dans les rues à Paris chaque week-end, n'imaginez pas quel espoir apporter aux Palestiniens. Dans les médias, dans les réseaux sociaux, même dans les grands médias arabes, que ce soit Al Jazeera, Al Mayadeen et d'autres, on a vu ce focus sur la France parce qu'on a vu le recul, le premier jour, la prise de position de Macron. Il a voulu un front mondial contre le Hamas et maintenant, il y a quelques jours, il appelle à un cessez-le-feu. Ce changement, c'est pas parce que c'est pas un cessez-le-feu, oui, mais il y a un changement. Non, mais je veux dire que nous, on peut créer le changement. Il n'a pas changé d'avis parce qu'il veut changer d'avis. Il a changé d'avis parce qu'il y avait des milliers de gens dans les rues quotidiennement. Et c'est la pression qui a fonctionné. Alors je pense qu'on a un rôle de solidarité, pas que de solidarité humaine, mais de la solidarité politique très importante. Et on continuera d'être nombreux et nombreuses dans les rues jusqu'à qu'on arrive à imposer un cessez-le-feu. Merci. Avec Salah, mais qui a aussi beaucoup pris sur l'organisation des manifestations. Moi, j'aimerais que tu... Parce qu'il y a quelque chose qui est beaucoup présent dans les médias français. C'est-à-dire que dès que nous, on va dire, il se passe ça à Gaza, l'hôpital est attaqué, ils détruisent telle infrastructure, on nous dit, c'est pas vrai, il se passe rien, et tout ce que dit l'armée israélienne est une vérité incontestable. Est-ce que tu peux raconter combien l'armée israélienne n'est pas une... Parce que moi, la première chose qui m'a marqué, c'est Meir Habib qui a dit ça. Il est venu dans l'hémicycle, il a dit « Tsahal, l'armée la plus morale du monde ». Et y compris avant le 7 octobre, on connaissait déjà l'armée israélienne. Mais est-ce que tu peux décrire un peu comment elle utilise justement le mensonge sur ses opérations de communication et combien, par le passé, déjà, elle a commis des choses en disant « ce n'est pas moi ». Et finalement, après, elle dit « si, c'était moi ». Parce que là, j'ai vu ce matin qu'il y avait toute l'opération de communication sur les armes sous l'hôpital, sur la base de commandement soi-disant terroriste en dessous de l'hôpital. Et je viens de voir un article de Libé en arrivant qui dit que finalement, les journalistes internationaux ou ceux qui ont eu accès en dehors de ceux qui étaient autorisés par l'armée israélienne n'ont rien trouvé à part des gens qui étaient dans l'hôpital. Donc, comment on peut aussi combattre cette espèce de rouleau compresseur médiatique où tout ce qu'ils affirment, c'est une vérité qui est quasiment incontestable. C'est-à-dire que la parole aujourd'hui de l'armée israélienne, elle vaudrait vérité. Et moi j'ai souvent l'exemple sur BFM, on a quelqu'un que tu dois connaître qui s'appelle Julien Baoul, qui se présente comme un expert de la société israélienne par BFM TV et qui au final, quand vous allez gratter, était le porte-parole civil de Tsahal et qui en vérité vient raconter des mensonges. Donc ça, j'aimerais que tu racontes comment il y a aussi une organisation de communication
de l'armée israélienne pour essayer pour cacher les crimes de guerre qui ont lieu et pour justifier l'injustifiable. Ça, c'est extrêmement important parce qu'il y a des gens qui sont sensibles, mais effectivement, qui se disent, qui voient ces informations et qui les croient comme vérité, en fait. Ah, l'armée israélienne, c'est pas d'essayer de montrer l'armée israélienne comme l'armée la plus morale du monde. Si on veut parler des crimes historiques depuis 1948 jusqu'à aujourd'hui, on peut en parler trop. Comment il s'appelait? Moshe Dayan. Moshe Dayan, il était le chef de l'armée israélienne. Moshe Dayan, c'est un malade. C'est un malade. C'est pas moi qui le raconte, c'est ses enfants. Il faut lire les mémoires de sa fille. Sa fille, elle écrit ses mémoires et elle parlait de son père. Comment son père, chef de l'armée israélienne, était malade. Il était pris par une question qu'on a découvert, nous les Palestiniens, juste parce que grâce à sa fille qu'on l'a découvert. Il était fan de voler tout ce qui est, comment on dit, tu sais, les anciens trucs dans les pays, genre des trucs... Reliques. Reliques. Ouais, Antiquité. l'archéologie. Il Antiquité. était fan de voler l'archéologie. Alors comme lui, il a participé à l'occupation Liban, Syrie, Égypte, tout ça, il allait voler les trucs archéologiques. Il les ramenait chez lui à la maison. Il a monté tout un stockage archéologique chez lui. Après, sa fille, elle raconte comment son père il ramenait des soldats israéliens pour les violer à la maison. Après, ils ont fait une enquête, ils ont découvert que ça c'est vrai. Et là, tu parles du chef de l'armée. L'armée israélienne, elle part alors malheureusement, les médias, les grands médias, ils continuent de prendre, surtout le début, maintenant peut-être un petit peu moins, mais parce qu'il y a beaucoup de mensonges qui ne fonctionnent plus. Là, de dire qu'ils ont coupé les têtes des enfants, les trucs qui étaient publiés au début, maintenant, même CNN ne le dit plus. Même CNN, les gros médias, ils ne le disent plus. Ils avaient besoin de dire, ils avaient besoin de n'importe quoi pour justifier le massacre qu'ils allaient le faire. Ils utilisent les médias pour essayer de contrôler les cerveaux des gens pour pas que les gens ils réalisent après, une fois qu'ils ont fait le massacre. Ils ont mis, dès le début, dès le premier jour, ils ont mis l'hôpital de Shifa comme un but. Ils ont dit, le commandement de Hamas, il est là. C'est noir, le chef de Hamas de Gaza, il est là. Def, le responsable de la branche armée de Hamas, il est... Ils ont monté tout un truc autour de Al-Shifa en disant que si on prend Al-Shifa, on a gagné la guerre. Les Israéliens eux-mêmes, ils le savent que c'est pas vrai. Ils le savent que c'est pas vrai. Par exemple, Herzog, le président israélien, il faut que je peux vous envoyer la vidéo, il était sur une chaîne et il montrait des papiers sur des... il était avec des papiers où ils disent oui, c'est des armes qui étaient développées à Gaza, et le caméraman de la chaîne, il fait un zoom sur le papier. C'est un papier qui monte de 2013 depuis la Syrie. C'est un truc qui a été utilisé par les islamistes en Syrie en 2013, 14, 2015. Alors, Shifa, et pour eux, ils ont besoin aussi de vendre des mensonges à leur population. Parce qu'ils savent bien qu'ils ne peuvent pas récupérer Gaza. Ils ne peuvent pas. Et recontrôler Gaza, c'est hors de question. Ils ne peuvent pas. Les gens, ça fait des années et des années et des années et des années qu'ils se préparent pour le moment où les Israéliens ils vont rentrer à Gaza. Et les Israéliens, ils n'ont pas l'image où ils ont la main haute. Ils n'ont pas une image militaire où ils ont la main haute. Jusqu'à présent, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué des enfants, des hommes et des femmes. C'est tout ce qu'ils ont fait. Militairement, est-ce qu'ils ont fait quelque chose de crédible pour leur armée? Zéro. Netanyahou, au premier jour, il a commencé avec une phrase, il a dit « Je veux changer la face du Proche-Orient ».
Ça, c'est la première chose qu'il a dit. Comme il l'a dit contre Alizarès en 2006, quand ils ont fait la guerre contre le Liban. Après, il a reculé. Il a oublié la question du Proche-Orient. Il a dit, on va récupérer Gaza, on va faire chuter Hamas, on va libérer militairement tous les otages. Maintenant, il recule. Il commence des négociations pour libérer les otages et libérer les prisonniers palestiniens. Et là, il ne parle plus presque dans les médias directement de la chute directement du Hamas. Parce qu'il ne peut pas. Alors, cette armée, elle va nous inventer encore des mensonges. Là, ils ont fini avec la mensonge de l'hôpital d'Al-Shifa. Ils vont trouver un autre hôpital qui est plus dans une zone plus profonde dans la bande de Gaza pour dire, ben voilà, ils sont là-bas, on va aller les chercher là-bas. Alors, les mensonges, moi je pense qu'il faut aussi chercher les médias alternatifs que les médias traditionnels. Dans les médias alternatifs, tu peux trouver plein de choses qui ne sont pas racontées dans les médias BFM et compagnie. C'est vrai que c'est les plus grandes, mais tu peux trouver dans d'autres chaînes, Al Jazeera en anglais, elle est bien. Al Jazeera en anglais, tu peux trouver plein de choses. Par exemple, pourquoi ils ont assassiné, ils assassinent les familles des journalistes? Ça n'est jamais arrivé. Par exemple, le responsable du bureau d'Al Jazeera, El Tahdour, lui, il a fait un super grand travail dès le début. Et les Américains, ils ont demandé à Al Jazeera de baisser un peu le ton par rapport à la guerre. Al Jazeera, ils ont dit non. Quoi qu'on pense de Qatar, ça c'est autre chose. Mais sur cette question, ils n'ont pas voulu. Ben, le journaliste, en direct, ils ont bombardé sa maison, ils ont tué sa femme, ils ont tué ses 3 enfants. Et c'est passé avec au moins 5 journalistes qui travaillent dans des chaînes assez influencibles. Ils ont tué leur famille pour essayer de vraiment pas montrer l'autre image que les Israéliens ils essaient de cacher. L'interdiction de rentrer de tous les journalistes qui sont du côté du Rafah. Ça aussi. Alors je pense que la machine de la destruction de l'armée israélienne, elle est basée déjà sur un mensonge. Et je pense qu'elle va continuer de nous inventer à chaque fois des mensonges pour essayer de justifier chaque massacre qu'ils vont mettre et qu'ils vont commettre. 8 fois en Palestine avec Daniel, effectuer des chantiers solidaires avec l'association Échange Solidarité, qui dépend du comité d'entreprise de la RATP, et puis avec Amitié Palestine Solidarité également, qui est une association elle plus basée sur le droit international. On a rencontré pendant ces 8 années toutes les couches de la société palestinienne et même israélienne, des anticolonialistes, des pacifistes. Bon. Tous les retours que nous avons actuellement, et tu as raison Salah de le souligner, tous les messages qui nous parviennent, ils sont très attentifs